exigences. Et nous considérons que ce sont les exigences. Je parle avec des gens qui sont dans le domaine de la communication. Il y a bien des parties de notre communication qui se fait par l'expression du visage et qui peut me permettre que je puisse dire que vous êtes en train de me suivre ou pas. Vous avez quelqu'un qui a vous imaginez si je vais vous donner un cours et mon plaçant devant le mur. Donc c'est pas le même effet lorsque je vous parle. Et ce qui considère la chose la plus qui caractérise l'être humain, c'est son visage. On ne dit pas qu'il a un bras ou bien un pied, ou il y a l'identité. L'identité, c'est de la personne. Donc nous avons défendu ce principe. On a été contraint, enfin l'université était en position de résistance sous la coupe politique de l'autoritarisme. Donc on veut la faire diriger de telle manière. Il y avait un poste de police, peut-être vous le montrer en sortant. Oui. Il y avait pendant plus de 20 ans la police universitaire. La police universitaire. La révolution, c'est grâce à la révolution, et je suis fier que c'est de cette faculté, le ministre qui a dirigé l'enseignement supérieur pendant 40 jours, il appartient à cette université, et que personne ne lui a dit, mais savez, il est imbibé de cet esprit universitaire. La première décision, c'était que le corps de la police universitaire, parce qu'en fait, il ne dépendait pas du doyen. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on ne demande pas la sécurité, on demande, mais un corps de sécurité qui dépend directement du doyen, comme ça existe en Sorbonne, ou je l'ai vu à l'École normale de Lyon, là où j'étais aux États-Unis aussi, il y a un corps de sécurité qui protège l'université, et voilà. Mais il y a l'autre maintenant, ce que nous avons vécu, c'est qu'au nom de la religion, on veut diriger les universités ou les institutions. Ça ne peut pas se faire. La religion, avec tout le respect qu'on lui doit, elle est faite pour gérer un rapport individuel, un rapport spirituel entre l'individu et la chose à laquelle il croit. Donc c'est la religion bienvenue à l'université, politique bienvenue à l'université, mais comme objet d'étude. Par contre, l'université, elle a ses lois, elle a ses règles. Elle est souveraine, et c'est elle juge en fonction, elle apprécie en fonction de ce qu'elle croit. Et c'était une demande, c'était pas du tout imposé par le doyen, contrairement à ce qu'on dit. Et on lui colle on le diabolise, on lui colle. C'était une demande de la famille des professeurs. C'est pour cela que vous imaginez pendant 7 mois, ils n'ont trouvé personne pour faire un discours contraire, parce qu'on aurait pu, dans tout événement, il y a toujours la chose est son contraire, mais au niveau du corps professoral, personne n'a dit que le conseil scientifique mène une dictature terrible, avec son doyen, etc. Tous les collègues, ils ont apprécié, ils l'ont vu comme mesure pédagogique d'ordre académique et qui n'a rien à voir avec la politique ni avec la religion. Alors nous avons sauvé l'université de la menace salafiste. C'est eux qui ont écrit, donc là, le journal, je peux vous faire une copie. Bien sûr, oui. Mais je peux dire que nous avons sauvé l'année universitaire. Très bien. Il y avait le risque d'une année blanche. Oui. Donc paradoxalement, lorsqu'on faisait, nous, c'est pour prévenir, on disait que si l'autorité n'intervient pas, il n'aide pas, etc. Nous avons assumé nos responsabilités, puisque le tribunal administratif, il y a eu un moment où le ministère faisait intervenir entre nous deux, entre le ministère qui est de tutelle et la faculté, le tribunal administratif pour statuer sur la chose, donc, puisque donner son opinion. Moi j'avais dit à l'époque au ministre de l'enseignement supérieur, monsieur le ministre, vous êtes notre tuteur, et le tuteur ne fait pas intervenir notre personne. Oui. Non, pour ma génération, c'est un rêve, c'est-à-dire ce qui s'est réalisé. Moi, je me suis engagé dans la politique en 1974, donc peut-être tous les deux, vous n'étiez pas là dans ce moment. Donc pour moi, c'est une... Mais je sais que nos révolutions, pour moi, ça ne peut être que envisagé que pour demander plus de progrès, plus d'acquis, bien sûr que... Mais c'est pas tout ce qu'on veut, il
se réalise. Donc c'est un moment, c'est la fin d'un système et le début d'une autre ère. Mais pas forcément la fin du système veut dire que le nouveau système va se maintenir. Je vous ai dit une première interprétation de la révolution, c'est par exemple le fait que le corps universitaire, le corps de la police universitaire soit disloqué, que les étudiants qui étaient réprimés soient libérés, que tous les doyens et directeurs soient élus, que les présidents d'université soient élus. Qu'il y ait l'amnistie générale, tout ça, l'université était bien concernée et la révolution, on a apporté de bonnes choses. Bien entendu, il y a la Vendée. Vous savez qu'il y a eu la révolution, il y a eu la révolution peut tuer ses propres fils, donc il y a eu une contre-révolution. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent apparaître, ou bien on croit qu'au nom de la révolution, tout est permis. Alors que la révolution... Et donc pour vous, là, ce qui se passe actuellement, ou ce qui s'est passé dernièrement, ce serait une contre-révolution? Des tentatives. Réactionnaires. Des réactions. Des tentatives, des revers de la médaille, mais ça, c'est pas propre à la Tunisie. Et l'année, cette année, cette faculté est devenue le symbole de cette résistance pour que l'université maintienne sa place dans cette phase post-révolutionnaire. Son rôle était de résister, donc son rôle, au temps de l'autoritarisme, c'était un fief de résistance pour dire que l'université, elle a des valeurs, elle a une autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose, ça veut dire la liberté académique, c'est la liberté de penser, et le rôle qui lui est dévolu, c'est d'être un centre non seulement de production, mais de renouvellement du savoir. Parce que le seul endroit où il n'y a pas un programme préétabli, c'est pas comme au secondaire où ce sont les professeurs qui désignent un peu les têtes de chapitre du programme, mais au fur et à mesure, ils créent avec leurs étudiants, ils renouvellent le savoir. Et je pense le fait qu'on ait résisté, et c'est perçu en Tunisie, en tout cas la Manouba est perçue comme, c'est-à-dire si jamais la Manouba, donc l'université, tombe, ça veut dire que toute l'université va tomber. Et je pense que c'est vécu comme ça par mes collègues qui même eux, qui parfois n'ont pas réussi, etc., me téléphonent pour encourager, etc., parce que pour eux, la bataille se fait, c'est une ligne de front. Donc c'est devenu un peu une ligne de front. Je ne dirais pas entre gauche et droite, pas du tout. C'est entre une vision de l'université qui ne reconnaît pas à l'université son autonomie, et tous ceux qui croient, moi je pense, je m'inquiète un peu de ne pas voir, par exemple, le ministre ou bien des gens d'ENADA ne sont pas avec nous en ligne à l'avant-garde de cette lutte, parce qu'elle concerne tout le monde. C'est une lutte qui concerne tout le monde. On vous avait imposé des interlocuteurs à un moment? Oui, on nous a imposé, mais ça c'est pour qu'on ne le dise pas, parce qu'on m'a diabolisé à telle enseigne que le 3 janvier, il y a une délégation soi-disant pour aider, délégation ministérielle. Je pense que c'est une parenthèse, maintenant ça fait 6 mois, mais ça veut dire que j'ai trouvé des gens qui n'ont rien à voir avec à part le directeur de l'enseignement supérieur lui-même, que je connais, c'était un des copains de classe, des camarades de classe, mais les deux autres n'ont rien à voir. On m'a présenté quelqu'un sous le nom d'Oussama, ou bien un autre avec barbu, avec une cachadia, on m'a dit que c'était un quincaillier, et qui faisait un peu, soi-disant, qui était prêt à nous aider. À nous aider à quoi? Je n'ai pas vu. De toute façon, tout l'accord sur lequel nous sommes tombés d'accord le soir, le lendemain, il a été pratiquement balayé. Mais ceci dit, c'est une bataille. Dans toute bataille, il faut, lorsque vous êtes diabolisé, c'est-à-dire qu'il faut en tenir compte. Mais là, je regrette, mais je pense que tout le monde se rappellera de cette année parce que bien sûr que les parents d'élèves ou bien les étudiants eux-mêmes n'accepteraient pas de voir leurs efforts s'évaporer et aboutir à une année blanche.
Parce que tout d'abord nous avons fait prévaloir, c'est pas que nous sommes contre la salle de prière, mais parce que ça s'est accompagné cette demande-là avec des demandes qui pour nous rétrogradent, parce que dans ce lieu même, ils ont demandé à ce que qu'il y ait séparation entre les filles et les garçons. Ils ont demandé à ce que les filles ne soient plus n'aient plus que des collègues femmes et vice versa. En plus le fait d'accepter les filles niqabées, qu'elles restent niqabées durant la salle. Donc ils ont présenté les demandes ensemble. Donc je ne veux pas. Donc la salle de prière, oui, on n'a rien contre le fait que les gens fassent leur prière, mais le fait de lier toutes ces demandes en même temps, c'est eux qui sont, on leur a dit, alors si vous acceptez, on signe un accord, mais il y aura tout. Tout d'abord que vous ne faites plus pression sur les collègues et que vous dites à vos amis, ce qu'ils appellent leurs sœurs, de respecter le règlement. Donc vous signez sur le règlement du règlement. Si vous voulez une mosquée, on peut vous la faire, mais en tout cas en dehors des salles de cours, dans un loin qui n'arrive, alors qu'ils nous ont pris la salle, il y a eu un intermède d'un mois, la bataille de la salle 153. À chaque fois, ils faisaient des cadenas sur cette salle. Et de quel droit? C'est pas, ça vous appartient. Ça ne veut pas dire que si vous demandez une salle de prière, vous allez exploiter une salle publique où elle est occupée à un taux de 36 heures de cours par semaine et il ne vous appartient pas de lui faire des cadenas et de faire sortir les tables, de sortir le tableau. Donc là, tout d'abord, l'université est faite pour enseigner. Donc il n'y a eu aucune revendication des salafistes n'a été acceptée, parce que eux ils proposaient un accord général. Non, c'est nous qui demandions un accord général. Mais eux, ils voulaient avoir un aspect. Et ils disent que l'autre, on va en discuter par la suite. On veut une salle de prière. Et pour le niqab, ils ne veulent rien signer de leur côté, parce que le niqab, c'est eux qui veulent imposer à certaines filles, enfin pour moi c'est des filles manipulées, mais ils veulent nous imposer à nous de les accepter. Et alors du coup ce que vous dites, c'est que finalement en fait l'accord des salafistes c'était on s'accorde avec la salle de prière et puis après on discutera du reste après. C'est ça. Et vous avez dit, vous disiez salle de prière d'accord, mais pas le reste. Non, c'est ça. Oui, d'accord. C'est une façon pour eux aussi de continuer les petits harcèlements, des escarmouches, périodiquement ils essayent quand même. Donc et puis nous avons traduit 14 filles et 3 garçons. Aucun chef d'accusation ne portait ni sur le niqab ni sur autre chose, ou bien de juger quelqu'un parce qu'il avait demandé une salle de prière. Non, on peut demander, mais ma fonction tout d'abord c'est de fournir des salles de classe. Si je peux le faire, je le ferai. Et aucune circulaire ministérielle n'impose un doyen, elle lui impose que tous les étudiants aient des salles de cours, mais elle n'impose pas d'avoir des salles de prière. Donc, voilà. Pardon, vous avez traduit combien de personnes devant le conseil 14 filles et 3 garçons. Et pour quel motif? C'est pour les filles, c'est parce qu'infraction à la loi interne. Au départ, ils étaient 5 cas. C'est 5 filles le 3 mars. Et à la fin, à l'arrivée, c'est 14. Parce qu'on avait traduit également le 7 mai et le 10 mai. Donc, et donc du coup, c'est pour quel motif? C'était quoi? Qu'est-ce qu'elles n'avaient pas respecté? Pour les filles, elles ne respectaient pas le règlement intérieur. Et c'était quoi le règlement intérieur? Concernant l'obligation de se dévoiler le visage durant la séance de cours, la séance d'examen et la séance d'encadrement. Donc, sauf que nous avons sur les 5 filles traduites le 2 mars, il y avait 3. Parce que les faits remontent à janvier, mais depuis, elles ont changé d'attitude et nous ne pouvons que nous féliciter et les encourager parce que l'objectif, elles sont là pour les études. Et elles ont changé d'attitude, donc elles ont tombé le niqab. C'est ça. Donc elles sont voilées. Bon, les 14, toutes. Non. Combien? Je parlais des 3. Des 3, d'accord. Les 3, parce que le 2 mars, il y avait 5 filles et un garçon. Sur les 5 filles, il y avait 3 qui ne portent plus le niqab en salle. En dehors, elles sont libres, ça les regarde. Pour celles les gens traduits
celles traduites le 7 mai, elles se sont absentées. Elles n'étaient pas présentes. Aux examens de... Non, au conseil. Au conseil de discipline. Donc comme on l'a reporté plusieurs reprises, nous les avons jugés et on leur a donné 6 mois d'exclusion. À combien de personnes? Alors, à 5 filles. 5 filles. Oui. Les premières aussi 6 mois, donc ça fait 7. Donc même celles qui ont comparu le 3 mars ont été exclues aussi? Non, sur 5, il y avait seulement 2 exclus. Et les 3, les autres, ils ont eu des avertissements parce que au moment des faits, ils ont refusé de respecter la loi. Non, pas encadré, on n'est pas arrivé là. Il est en première année histoire, il a fait ses études ici en 2006-2007, puis il était en première année, il y a donc de cela 6 ans, et il a appartenu au mouvement, enfin tout ce qu'on appelle djihadiste, donc l'affaire de Soliman. Ouais. Il a été jugé pour 12 ans de prison. 12 ans de prison? Oui, donc c'est le groupe de l'Al-Qaïda. Mais il a été libéré par la Révolution, il a été amnistié, et il est revenu, c'est normal, je lui ai dit dans ce bureau même que ça avait fait partie de votre passé, ça vous appartient, personne ne vous dit, mais vous êtes l'enfant de la Révolution, et que à bras ouverts nous l'avons accueilli, nous l'avons réinscrit, etc., c'est son droit, mais sauf qu'il n'est pas revenu pour l'étudier. Dès qu'il a vu que cette affaire de niqab, il a commencé à dire nous voulons une salle de prière, nous voulons une salle de... Il s'appelait comment ce mec? Mohamed Bakhti. Comment on écrit Bakhti? B-A-K-H-T-I. Le émir un peu. Oui, il a été exclu pour une année, pour 2 raisons. Tout d'abord pour être le meneur à chaque fois contre les profs, et deuxièmement pour avoir squatté, dirigé l'opération, avoir squatté la salle 153 à 3 reprises, sans demander l'autorisation à l'administration, et d'avoir privé des centaines d'étudiants de la salle de cours et des dizaines de profs. Mais ça c'est... je l'ai expliqué, etc. Bon, maintenant il sort que j'ai voulu, je ne sais pas, l'acheter, l'envoyer en France. Je ne sais pas si la France accepterait facilement pour quelqu'un de lui donner... Quelqu'un condamné par une maison de prison pour avoir appartenu à Al-Qaïda, je ne sais pas si la France en voudrait. Ça m'arrive d'envoyer des étudiants brillants en France, oui, parce que ça fait partie pour nous des échanges, de la coopération, comme nous recevons, et nous sommes fiers de recevoir des étudiants qui suivent nos cours ici, des étudiants français, et la langue française, c'est un pont comme la langue anglaise ou toute autre langue. Donc c'est pas une langue, c'est un outil de transmission, une passerelle entre les cultures, et pour aussi ça nous permet d'évaluer notre université par rapport aux universités françaises. Donc c'est pas maintenant il court sur les plateaux pour dire que le doyen a voulu m'acheter. Je n'achète personne. Je lui ai dit, vous avez le même âge que mon fils. Il est né en 1985. Donc je lui ai dit, vous serez c'est un peu mon fils adoptif pour vous. Et ça c'était avant qu'il... Oui, dès le début, depuis le mois de septembre. C'était avant qu'il commence à manifester, à oui, la salle. Non, pour lui dire qu'il ne... Vous lui avez laissé une seconde chance, quoi. Oui, pour qu'il ne sente pas que parce qu'il avait un passé de discriminé. On ne veut pas du tout, parce que c'est eux maintenant qui disent nous sommes Gouraba, nous sommes des étrangers. Mais pour nous, qu'il ait la barbe ou pas, c'est pas. Non, mais c'est un peu bizarre. Enfin, je trouve la tenue n'est pas tunisienne, elle est. Très franchement, elle est afghane, on peut pas elle n'est pas tunisienne, mais bon, ceci dit, il est libre de la porter, même si ça dérange beaucoup de gens, cette tenue, etc., parce que l'ostentatoire gêne toujours. Nous cherchons la normalité au niveau des cours, en salle de classe, en public, comme il n'est pas permis, j'ai pas vu des filles venir en bikini, comme ils le disent, comme si on laissait les filles avec des bikinis, mais on ne laissait pas les filles avec le niqab. Nous cherchons un tronc commun entre les gens au niveau de la Bible, et nous cherchons l'égalité face au savoir.